Interpretation is provided in French and in English if you would like to follow on EBS. So, without further ado, I'd like to pass the floor to Mr. Barnier, and then we will take your questions. Mr. Barnier. Many thanks, Dan, and good afternoon to all of you, ladies and gentlemen, following in London, Brussels, or elsewhere. I'm very happy to meet you here in Europe House in London at the end of this negotiating round, and would like to thank the EU delegation and our ambassador, João Vale de Almeida, for welcoming us. Thank you also for the very useful work you do representing the EU in the UK, together with the 27 EU ambassadors whom I met yesterday. This negotiation takes place in the middle of a very serious health, economic and social crisis across Europe and in the world. This crisis gives us a duty to act responsibly and to work for an agreement, limiting the negative consequences of Brexit. This is also why the agreement found this week in the European Council is so important. EU leaders, including President Ursula von der Leyen and Charles Michel, showed responsibility and EU unity in agreeing on a budget for the next 7 years and on a very ambitious recovery plan. The European Parliament is debating this today. Ladies and gentlemen, let me begin with a few words on the context of this round. At the high-level meeting with Presidents Ursula von der Leyen and David Sassoli and Charles Michel in June, the Prime Minister Boris Johnson told us that he wanted to reach a political agreement quickly. The Prime Minister also stated 3 red lines. Number 1, no role to the European Court of Justice in the UK. Number 2, the right to determine future UK laws without constraints. Number 3, an agreement on fisheries that shows that Brexit makes a real difference compared to the existing situation. Ladies and gentlemen, what Boris Johnson writes and says matters to the EU. Therefore, following the high-level meeting, we agreed to intensify our discussions. We have tried to understand how these 3 red lines can be squared with our commitment to a comprehensive new partnership as set out in the political declaration signed by Prime Minister Johnson on the 17th of October last year. Because, of course, any international agreement implies constraints on both parties, today with the EU, tomorrow with the US or Japan. We have continued to engage sincerely and constructively in line with the mandate given to us by the Member States with the support of the European Parliament. However, over the past few weeks, the UK has not shown the same level of engagement and readiness to find solutions respecting the EU fundamental principles and interests. This week, we have had constructive discussions on some issues in goods and services. But these negotiations are complex and require us to make progress across all areas, and we are still far away. This week, discussions took place in a positive atmosphere, and I want to thank David Frost and his team, as well as the EU team, for their professional approach, very professional approach. It has allowed us to make some progress. We had useful discussion to narrow our divergences in the areas of social security coordination and union programs. We made progress
towards the objective of a comprehensive and single institutional framework, which must include robust enforcement mechanisms. And we had good discussions on police and judicial cooperation, even if divergence remains. On two important subjects, transport and energy, we had intense and useful discussions. However, the UK continued to request single market-like benefits. In addition, there is still no progress on two essential topics of our economic partnership. First, there must be robust guarantees for a level playing field, including on state aid and standards, to ensure open and fair competition among our businesses, also over time. This is a core interest for all 27 member states, and in my view, also for the UK. Second, we have to agree on a balanced, sustainable and long-term solution for fisheries, with the interests of all member states concerned in mind, and not least the many men and women whose livelihood depend on it on both sides. Ladies and gentlemen, these 2 points should not come as a surprise. We have been saying the same thing since the very beginning of these negotiations, not only this year, but constantly over the last 3 years. These points are mentioned explicitly in the political declaration, a rather precise text which remains the framework, the basic, the fundamental framework of this negotiation for us. They were part and parcel of our political engagement with Prime Minister Boris Johnson 8 months ago. We are simply asking to translate this political engagement into a legal text, nothing more. Once again, what Prime Minister writes and says matters to us. On the 2 points I mentioned, the level playing field and fisheries, this week again, the UK did not show a willingness to break the deadlock. On the level playing field, the UK still refuses to commit to maintaining high standards in a meaningful way. On state aid, despite the clear wording of the political declaration, very clear, we have made no progress at all. This is all the more worrying because we have no visibility on the UK's intention on its future domestic subsidy control system and regime. We respect the UK political debate. The time for answers is quickly running out. On important areas such as climate, environment, labour and social law, the UK refuses effective means to avoid undercutting by lowering standards. The UK wants to regain its regulatory autonomy. Okay, we respect that. But can the UK use this new regulatory autonomy to distort competition with us? We have to answer these questions as we commit to a new economic partnership. We want to trade with the UK free from tariffs, free from quotas, but also free from unfair competition. And I am sure that UK businesses want that too. The UK tells us it needs certainty for its businesses, okay, but that cannot be at the price of long-term uncertainty and disadvantages for our business in the EU. We respect the UK government's political choice and we are ready to work on solutions. But the EU cannot accept and will not accept to foot the bill for the UK's political choices. And let me be very clear. A less ambitious agreement on goods and services
will not lead the EU to drop its demands for a robust level playing field. On fishery, the UK is effectively asking for a near total exclusion of EU fishing vessels from UK's waters. That is simply unacceptable. The UK will be an independent coastal state, and the EU fully respects that. And we also recognise that under the future agreement, there may be change to the benefit of UK fishermen. But common stocks need to be managed jointly according to international law and the principle of responsible and sustainable management of resources. And any agreement cannot lead to the partial destruction of the EU fishing industry. I repeat, we have to agree on a balanced, sustainable and long-term solution for fisheries, protecting the many men and women whose livelihood depend on it. Ladies and gentlemen, the EU has always insisted that an economic partnership with the UK must include robust level playing field rules and an equitable agreement on fisheries. This means simply that by its current refusal to commit the condition of open and fair competition and to a balanced agreement on fishery, the UK makes a trade agreement at this point unlikely. Until the very last day of this negotiation, and despite the current difficulties, the EU will remain engaged, constructive and respectful. In any case, the UK has chosen to leave the single market and the customs union on the 1st of January next year, in little more than 5 months. 5 months. This will bring inevitable changes. On our side, we are getting ready. We are getting ready. We have published a communication a few days ago to help EU citizens, businesses and public administrations prepare for the end of the transition period, 5 months from now. EU leaders have agreed this week on a €5 billion special instrument, the Brexit Adjustment Reserve, to counter unforeseen and adverse consequences in member states and sectors that are worst affected by Brexit. In parallel, we have so far published over 70 sector-specific notices. They explain in detail what actions must be taken in each sector to be ready for the end of the transition period. These notices are mandatory reading for stakeholders. They are available on our UK Task Force web page. But obviously, ladies and gentlemen, we do not reach an agreement. If you do not reach an agreement on our future partnership, there will be far more friction. For instance, on trade in goods, in addition to new customs formalities, there will be tariffs and quotas. This is the truth of Brexit. This is the truth of Brexit, and I will continue to tell the truth. If we want to avoid this additional friction, we must come to an agreement in October at the latest, so that our new treaty can enter into force on the 1st of January next year. This means that we only have a few weeks left and that we should not waste them. Let me also remind you that we only have little time, in fact the same time, to properly implement the withdrawal agreement. Together with the Vice President of the Commission, Maroš Šefčovič, we continue to follow closely the implementation by the UK of its commitments under the Protocol on Ireland and Northern Ireland. In this context, EU leaders have also agreed on Monday to allocate €120 million
to the Peace Plus programme in support of peace and reconciliations and the continuation of North-South cross-border cooperation in Ireland. The recent specialised committee on the protocol on Ireland was a useful occasion to take stock of progress, and I would like to thank Michael Gove and his team for their engagement. But we remain concerned that the necessary measures will not be in place on the 1st of January. Let me remind you that there is no grace period for the proper implementation of this protocol. And finally, on another key topic of the Wildo Agreement, we remain vigilant, together with the 27 EU governments and the European Parliament, to guarantee the rights of British nationals covered by the Wildo Agreement and living in one of our 27 member states. In the same time, in the same way, we expect the rights of EU citizens here in the UK to be safeguarded. Today, ladies and gentlemen, in London, I want to reaffirm the EU's willingness to reach an ambitious partnership agreement in all areas, including, even later on, in external security and defence. I can tell you that this is also the wish of the President Ursula von der Leyen and Charles Michel, the European Parliament and the 27 heads of state and governments. We continue to believe that Prime Minister Boris Johnson and the UK government want to find an agreement with the EU because it is simply in our common interest to cooperate and to address the many and very serious challenges of today: climate change and biodiversity, health and security, research and innovation, democracy and fundamental rights, the fight against poverty and financial stability. If I may borrow a famous line from Saint-Exupéry, negotiation is not just to look or to speak at one another. It is to look together in the same direction. I will be back in London with my team next week, as planned. A new round is foreseen mid-August. Work continues. Our resolve remains unchanged. Thank you very much for your attention. I am ready to answer to your question now. Thank you very much, Mr. Barnier. Indeed, we will move over to the questions and answers part of today's press conference. Due to a last-minute IT hiccup, we asked you exceptionally to send in your questions in writing, so thank you again for your understanding and cooperation on that. We received 11 questions in total, Mr. Barnier, and we will go through them all right now. So we'll start off with a question from the Financial Times from George Parker. What explanation does David Frost give when you ask why the UK has still not set out its post-Brexit state aid regime? How much of a problem is this? If I may, I will switch to French, and I thank the interpreters. Quand on parle des aides d'État, on est au cœur d'un sujet très grave et très sérieux pour nous, je crois aussi pour les Britanniques, qui est celui des conditions d'assurer ce que nous appelons open and fair competition, des échanges commerciaux équitables et ouverts, ce qui est, je crois, utile et nécessaire pour tout le monde, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. Et nous avons besoin, au cœur de cet enjeu de fair and open competition, nous avons besoin d'un système robuste de contrôle des aides d'État de part et d'autre et d'une forme de cohérence ou d'équivalence entre nos systèmes à condition qu'ils existent. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons du côté de l'Union européenne un régime des aides d'État qui est bien connu, que le Royaume-Uni connaît bien et qu'il va quitter le 31 décembre. Et nous avons besoin, nous, Européens, de connaître
le système futur britannique de ce qu'on appelle un régime d'aide d'État. Voilà, donc c'est la demande que nous faisons pour y voir clair et pour pouvoir travailler sur un des points clés de ce level playing field en matière d'aide d'État. Je comprends, c'est ce que m'a dit David, que le Royaume-Uni est en plein débat sur cette question au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement. Nous comprenons le temps nécessaire pour ce débat, mais il faut s'efforcer que ce débat avance suffisamment vite pour que nous y voyions clair au moment de conclure cette négociation. Thank you very much, Mr. Barnier. The next question is from Ben Glaze, the Daily Mirror. To what extent do you believe the UK is engaged in a game of brinkmanship? Do you think the UK is bluffing? D'abord, nous sommes dans une négociation qui est très sérieuse, très complexe, beaucoup plus complexe que certains ne le pensent, avec beaucoup de conséquences. Moi, j'ai noté ce mot de brinkmanship. Je ne crois pas à cette méthode dans une négociation aussi complexe. D'ailleurs, j'observe que dans toutes les négociations commerciales, et l'Union européenne en a conduit beaucoup, et encore récemment avec le Japon, la Corée du Sud ou le Canada, le Royaume-Uni en conduit en ce moment même avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou le Japon. On ne procède pas avec cette méthode-là de brinkmanship. C'est une affaire trop sérieuse, si je puis me permettre. Nous avons à construire un partenariat durable entre l'économie britannique et l'économie européenne, qui sont parmi les économies les plus actives et les plus dynamiques du monde, avec des conséquences innombrables pour améliorer, si nous réussissons, la vie, et le travail des entreprises et des consommateurs. Tout ça ne s'improvise pas. Et tout ça ne se fait pas sous la menace ou les ultimatums. Donc je n'ai jamais vu une négociation conduite de cette façon-là, et je pense que nous n'avons pas le temps pour ce genre de jeu. Voilà. Thank you very much. We now have two questions from the BBC. The first one from Laura Koonsberg. If the UK does not offer any compromises from its current position, are you willing to risk no deal by sticking your heels in too? What are the chances of no deal? You say the chance of a no deal. I prefer to use the word risks of no deal. Il y a des risques de no deal, objectivement. Aussi longtemps que les positions britanniques sur deux points importants qui sont au cœur des intérêts et des demandes de l'Union européenne dans cette négociation. Le level playing field qui intéresse toute l'économie de l'Union européenne, les 27 pays. Et évidemment, la question de la pêche, aussi longtemps que les positions britanniques seront bloquées, que nous n'aurons pas d'ouverture réciproque par rapport aux ouvertures que j'ai faites au nom de l'Union européenne sur des sujets qui sont les sujets d'intérêt britannique, alors il y a un risque objectif de no deal. Voilà. Je dois rappeler que sur les deux sujets que je viens d'évoquer, comme sur d'autres, la gouvernance globale, le respect de certains principes fondamentaux en matière de coopération policière et judiciaire pour la protection des citoyens, les positions européennes ne sont pas des positions tactiques ou conjoncturelles. Ce sont des positions sérieuses, fondamentales, et nous devons trouver des compromis dynamiques sur ces sujets. Comme l'a dit notre présidente Ursula von der Leyen il y a quelques semaines, nous sommes prêts à négocier jusqu'au dernier jour, jusqu'au bout. Thank you. We'll now take the second question from the BBC, from Chris Morris. Isn't part of the problem that you personally have no enthusiasm for any deal because you think it will be worse than what we have now? It's quite difficult to negotiate something when you don't really believe in it. Ce que je peux dire à Chris Morris grâce à cette caméra, que ce qu'il a comme sentiment à mon sujet, c'est exactement le contraire de la vérité, en ce qui me concerne. Il y a une chose qui est vraie, c'est que j'ai jamais eu d'enthousiasme pour le Brexit. Ça, c'est pas une surprise, j'ai toujours dit, personne n'a été capable de me démontrer la moindre valeur ajoutée du Brexit, mais c'est une réalité. Le Brexit institutionnel et politique est maintenant réalisé, et je fais observer à Chris Morris qu'il a été réalisé de manière ordonnée grâce à un deal que nous avons signé
avec le Premier ministre Boris Johnson et qui a été ratifié par la Chambre des communes, par le Parlement britannique et par le Parlement européen. Donc moi, ça fait 4 ans que que j'ai l'honneur de conduire cette négociation au nom de l'Union européenne, avec toutes les équipes de la Commission européenne, et je travaille pour un accord. Je travaille pour un Brexit ordonné. Nous avons fait une grande partie du chemin, s'agissant du divorce institutionnel et politique. Il nous reste maintenant à organiser, à réussir. C'est mon objectif. Un accord, un deal sur le Brexit économique et commercial. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas. Thank you very much. The next question is from Oliver Wright at The Times. You have hinted on several occasions that the European Union is prepared to compromise with the UK in areas such as fishing and the role of the Court of Justice in order to get an agreement. Why, in this case, have you not tabled an explicit written offer to the UK government in these areas? Ce n'est pas tout à fait comme ça que se passent des négociations aussi complexes. J'ai effectivement fait, il y a quelques semaines, dans le cadre du respect de mon mandat, des ouvertures sur ce que j'ai rappelé tout à l'heure dans mes opening remarks, les 3 lignes rouges indiquées personnellement par Boris Johnson sur la Cour de justice, la souveraineté britannique s'agissant de ses lois et sur la pêche. Avant d'aller plus loin, nous attendons des ouvertures réciproques sur les sujets qui sont ceux où l'Union européenne a marqué depuis le début des priorités qui, encore une fois, ne sont pas des priorités tactiques ou conjoncturelles. Donc, le moment où les Britanniques viendront vers nous avec une vraie volonté de compromis sur ces sujets importants pour l'Union européenne, comme nous sommes prêts à confirmer que nous allons vers eux sur les sujets d'importance pour le Royaume-Uni, alors, très franchement, je le dis à Oliver Wright, il ne faudra pas beaucoup de temps pour consolider ces compromis dynamiques par des textes. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au mois de mars, nous avons mis sur la table un texte, un draft treaty quasiment intégral. De l'autre côté, les Britanniques ont fait un très gros travail aussi pour présenter des textes légaux. Donc, pour la rédaction des textes, dès l'instant où nous sommes d'accord, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps, à condition d'avoir les bases sincères, sans ambiguïté, d'un compromis et d'un accord entre nous. Thank you very much. We'll now move to Lisa O'Carroll from The Guardian. Now, Lisa, you sent in a few questions, so I'll try and group some of them together if you don't mind. The first one. Did the UK talk about abandoning the talks this week? Did you discuss scheduling further dates for meetings in September? What areas are now close to agreement? And finally, how do you intend to handle the UK's refusal to accept the European Court of Justice in any sphere? Ce sont des questions multiples et différentes. Franchement, d'abord, je lis les articles de la presse britannique avec beaucoup d'attention. C'est toujours très stimulant de lire la presse britannique. Mais il ne faut pas croire tout ce qui est écrit. En tout cas, ça ne correspond pas toujours à la vérité. Et s'agissant du point évoqué par Lisa O'Carroll, il n'a jamais été question, ni du côté de David Frost, ni de mon côté, d'abandonner la négociation. C'est précisément le contraire. Nous voulons intensifier, nous essayons de nous rapprocher, pas toujours suffisamment, et nous continuons à clarifier, à confronter nos points de vue et à travailler. Où est-ce que on a marqué des progrès? Il y a des progrès, des vraies convergences sur certains sujets, comme la coordination en matière de sécurité sociale ou les programmes de l'Union. C'est des sujets importants. J'ai vu la lettre qui a été adressée il y a quelques jours sur la coopération en matière universitaire, la recherche, Erasmus. Voilà des sujets où intelligemment, nous devons coopérer pour le bien commun dans les temps qui viennent. Et nous avons offert au Royaume-Uni, comme nous le faisons pour d'autres pays tiers, la Norvège ou la Suisse, de coopérer avec nous dans le cadre du programme Horizon sur les questions de recherche ou dans le programme Erasmus. Pour la Cour de justice, j'ai dit que nous étions prêts à rechercher un moyen, avec une certaine flexibilité, pour ne pas faire de référence systématique à la Cour, puisque les Britanniques n'en veulent pas du tout, c'est ce que Boris Johnson nous a dit. Évidemment, le prix à payer sera sans doute de réduire le champ de coopération
dans certains domaines. Je prends l'exemple de certains points de coopération en matière judiciaire et policière, et je le regretterai, mais c'est une des conséquences de la demande britannique concernant la Cour de justice. Nous avons, dans certains domaines précis, l'obligation de faire une référence à la Cour de justice quand il s'agit de l'interprétation du droit européen pour la protection du droit des citoyens. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Donc si on ne veut pas de la Cour de justice, probablement on sera amené sur certains sujets à réduire le champ de notre coopération. Thank you very much. Lisa had one final question. Is the EU happy with the UK's implementation of the Northern Ireland Protocol and continued refusal to allow a Belfast office? Or will you want to see tariffs imposed on all goods entering Northern Ireland from Great Britain? Écoutez, le protocole sur l'Irlande du Nord et l'Irlande est très précis. Ce n'est plus un texte qui doit être renégocié. Il a été négocié, il a été ratifié, approuvé par la Chambre des communes, le gouvernement britannique et le Parlement européen et les dirigeants de l'Union européenne. Et maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre, méthodiquement, de manière concrète, en dédramatisant les sujets et de manière opérationnelle pour préserver ce qui est pour moi le plus important depuis le début dans cette négociation, parce qu'il ne s'agit pas, pour tout dire, des marchandises, du commerce, de technique, il s'agit des hommes et des femmes qui vivent en Irlande, qui ont la mémoire de ce conflit très dur, sur une île où la paix est fragile. Et donc notre responsabilité pour le Royaume-Uni et pour nous, avec évidemment, s'agissant de l'Union européenne, le gouvernement de Dublin, c'est de préserver les conditions de cette paix. Et voilà dans quel esprit nous avons négocié avec les deux gouvernements successifs au Royaume-Uni et finalement avec Boris Johnson ce protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc j'ai remercié tout à l'heure Michael Gove et son équipe parce que je pense que le gouvernement britannique est sincèrement engagé pour mettre en œuvre cet accord pour l'Irlande. Je sais que c'est sensible, je sais que c'est difficile. Nous sommes d'ailleurs décidés à coopérer avec les autorités britanniques, notamment pour les checks and controls à Belfast, et nous allons le faire de manière ouverte et constructive. Simplement, nous sommes vigilants parce que le temps passe vite et qu'il y a des dispositions techniques, des infrastructures, des conditions aussi juridiques qui doivent être réglées semaine après semaine pour que le traité, s'agissant du protocole irlandais, soit effectivement opérationnel le 31 décembre prochain. Thank you very much. The next question is from Sean Connolly at PA. Do you believe it is realistic to conclude a deal by October, given the current British EU stance? J'ai dit tout à l'heure que si les positions britanniques sur des sujets majeurs pour l'Union européenne ne bougent pas, un accord de commerce devient improbable ou très difficile. Si les positions britanniques bougent, comme nous avons bougé sur certains sujets, alors, si je puis dire, l'échéance d'octobre, elle n'est pas seulement réaliste, elle est nécessaire. Parce qu'il nous faut garder à la fin ces 2 mois de novembre et de décembre pour les problèmes techniques, les traductions, par exemple, dans toutes les langues de l'Union européenne, et pas seulement en anglais, et pour le processus de ratification par le Parlement européen. Et nous devons respecter le temps nécessaire pour le Parlement européen, comme nous respectons le temps nécessaire pour le Parlement britannique. Donc, j'espère que les positions bougeront dans la bonne direction, et si c'est le cas, l'échéance d'octobre, elle est nécessaire. C'est le dernier moment où nous pouvons conclure un accord. The next question is from Gary Gibbon at Channel 4. There are suggestions in the UK that as we are looking for a light, skinny deal, if the UK were to exit with no deal, it wouldn't be very disruptive. Is that correct? Je répète, parce que c'est what I call the truth of Brexit, nous devons nous préparer à des changements très importants qui sont la conséquence mécanique, automatique du Brexit, en toute hypothèse, le 1er janvier prochain. Le simple fait que toutes les marchandises qui viendront du Royaume-Uni n'importe où
dans le marché unique européen doivent être contrôlées, c'est un changement considérable. De la même manière, toutes les marchandises qui viendront de l'Union européenne au sein du Royaume-Uni devront être contrôlées normalement. En tout cas, nous nous préparons à ces contrôles et des milliers de postes de douaniers supplémentaires ont été créés, des postes de vétérinaires aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Irlande et dans d'autres pays. Donc c'est un changement très important de toute façon. Voilà. Et je voudrais encore une fois dire que l'effet cumulé de ces contrôles qui sont obligatoires, qui sont la réalité du 1er janvier prochain. L'effet cumulé de ces contrôles avec d'éventuelles contraintes supplémentaires en matière de tarifs sur toutes ces marchandises et de quotas si nous n'avons pas d'accord commercial, c'est un effet cumulé extrêmement sérieux pour beaucoup de secteurs. Voilà. Moi, je ne travaille pas pour, j'ai noté, light and skinny deal. Je ne travaille pas pour ça. Je ne travaille même pas pour un low quality agreement. Nous travaillons pour un high quality agreement, oui, avec le Royaume-Uni. Thank you very much. The next question is from Yanis Androsopoulos from Tanea. The British Prime Minister has set a deadline of the end of July for an outline agreement to be reached between the EU and the UK. Britain seems to want to show that if the negotiations collapse, it will be the EU's fault. Do you think an agreement can be secured this month? And in the event that there is no agreement, do you accept that it would be the EU's fault? D'abord, le plus tôt nous pourrons conclure, le mieux ce sera. Et moi, mon expérience des négociations depuis 4 ans avec le Royaume-Uni, c'est que tous les jours comptent. Et quand il faudra finaliser notre accord en octobre, peut-être fin octobre, toutes les heures vont compter aussi, à condition d'avoir fait l'essentiel du travail, parce que nous travaillons sur un texte qui va compter 500 ou 600 pages. Et c'est un texte juridique dont nous parlons, qui protège, qui donne des garanties des deux côtés aux institutions, aux citoyens, aux entreprises. Bon. Alors, le blame game qu'évoque Yanis, nous le connaissons bien. Je n'ai jamais été impressionné par ce blame game. J'ai toujours pensé que ceux qui jouaient ce jeu du blame game perdaient leur temps. Et comme il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, je recommande qu'on ait ce genre d'argument. Nous avons rapproché nos points de vue sur beaucoup de sujets. Nous avons le même objectif, je crois, d'un accord ambitieux et intelligent dans beaucoup de domaines, même si je regrette qu'on ne couvre pas tous les domaines qui sont fixés dans la déclaration politique, notamment la politique étrangère et la défense, mais peut-être ça viendra plus tard, je le souhaite. Simplement, nous respectons les positions britanniques, ils doivent respecter les nôtres, nous respectons leur souveraineté, ils doivent respecter la nôtre, et il faut trouver des points de compromis et d'accord. Et je répète simplement que, s'agissant des conditions d'entrée sur notre marché européen, qui est un marché de 450 millions de consommateurs, s'agissant des conditions d'entrée pour les produits britanniques, pour les services britanniques, y compris les services financiers, pour les d'État, pour les personnes, pour les entreprises britanniques, c'est nous qui fixerons les conditions d'entrée, personne d'autre. Ça, c'est notre souveraineté. Nous respectons de la même manière la souveraineté britannique. Donc je suis persuadé qu'un accord est possible et nous travaillons pour un accord, même s'il est aujourd'hui difficile. Thank you very much. The next question is from Matt Dayton at The Sun. Are you worried that certain figures inside number 10 are working for no deal and that this has stumped the prospect of reaching a deal? Has coronavirus harmed your chances of reaching a deal? D'abord, je voudrais répéter extrêmement clairement et de manière très sincère que j'ai beaucoup de respect pour David Frost, pour l'équipe britannique dans son entier. C'est une équipe extrêmement professionnelle et compétente. Ça ne nous étonne pas parce que nous connaissons la qualité de l'administration britannique. Et moi, je respecte l'ensemble de l'équipe britannique qui est en face de nous et qui travaille sous l'autorité et avec la confiance de Boris Johnson. Quand on négocie, comme j'ai l'honneur de le faire au nom de l'Union européenne avec le gouvernement britannique et de mon côté sous le contrôle du Conseil européen, de la présidente de la Commission et du Parlement, on écoute et on respecte ce que dit le Premier ministre britannique. Et c'est ça qui compte
pour nous et pour moi. Donc j'écoute et je respecte et je tiens compte de ce que dit le Premier ministre britannique. Thank you very much. And now the final question for today is from Gordon Rayner at the Daily Telegraph. Will Mr Barnier accept an offer to continue talks next week if one is given by David Frost? Oui. Je ne sais pas d'où Gordon tire ces informations. J'ai d'ailleurs lu son article hier matin dans le Télégraphe. Le calendrier sur lequel nous travaillons a été fixé d'un commun accord il y a plus d'un mois. Et donc la session de travail que nous avons, qui n'est pas un round la semaine prochaine, où je reviendrai à Londres avec mon équipe, ça a été fixé il y a plus d'un mois. Et donc, oui, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. C'est un besoin commun. Et puis, alternativement, à Bruxelles et ici, le prochain round aura lieu à partir du 17 août, au milieu du mois d'août prochain. Et entre-temps, même si, je le dis à Gordon, je vais évidemment prendre quelques jours de vacances en famille, comme lui sans doute, Gordon, vous allez sans doute prendre quelques jours, comme David Frost. Nous continuerons à travailler, à être toujours disponibles, à téléphoner, à avancer sur les sujets et à préparer le prochain round du 17 août. Parce que, encore une fois, le temps presse et tous les jours, toutes les semaines sont des semaines et des jours utiles pour aboutir à un accord. And on that point, we will conclude today's press conference. Thank you very much for tuning in, and a huge thanks as well to all of our colleagues and support staff here in London and Europe House, and also back in Brussels, including all IT and interpreting staff. Thank you very much, Mr Barnier, and thank you all. Have a nice afternoon. Thank you.